je suis Magali Ladouceur. Je suis professeure et praticien hospitalier à Pompidou sur, euh, euh, sur excusez-moi, je suis bien au cours de DU là, hein. Oui, merci. Je suis vraiment désolée, je sors d'une consultation, j'ai pas mangé, je viens faire le cours, donc je suis un peu dans la précipitation. Donc, je vais vous faire le cours sur cardiopathie congénitale et grossesse. Euh, pour placer un petit peu le sujet, je vais vous faire un état des lieux et vous rappeler les principes physiopathologiques les patientes et du coup, comment vous devez prévenir les patientes, enfin surtout les adolescentes et aussi évaluer les patientes qui souhaitent avoir des projets de grossesse et sinon comment les suivre une fois qu'elles sont enceintes et même après qu'elles aient accouché. Parce que je ne vais pas l'aborder là, mais la grossesse potentiellement peut avoir un impact sur l'histoire naturelle de la cardiopathie congénitale. Donc, pour l'état des lieux, on sait déjà que la grossesse est l'une des premières causes d'hospitalisation qui fait que ces patientes, des fois, retrouvent le circuit des services, des suivis spécialisés. Et c'est d'ailleurs l'une des manières de retrouver des patientes avec des malformations cardiaques qui peuvent être vous adressées par des sages-femmes ou par les obstétriciens, voire par des collègues cardiologues non spécialistes qui veulent avoir votre avis sur le déroulement d'une grossesse chez une patiente qui s'inquiète d'avoir eu une cardiopathie parce qu'elle est aujourd'hui enceinte. Donc, c'est l'un des premières causes d'hospitalisation. L'autre chose importante à savoir, c'est on le sait des données françaises, c'est qu'il y a en fait quand même un certain nombre de décès, surtout dans les pays développés, qui sont liés à des causes cardiovasculaires. Donc, ce n'est pas exclusivement les cardiopathies congénitales, mais elles sont quand même très représentées dans nos pays occidentaux. Et les complications sont souvent directement liées à des hémorragies, des infections, des complications thromboemboliques et aussi de l'insuffisance cardiaque. Et en cause secondaire, c'est très souvent lié à une cardiopathie maternelle. Si on exclut toutes les causes qui sont liées à des complications hypertensives pendant la grossesse, parce qu'on sait qu'elles sont quand même pourvoyeuses aussi de décès maternels. Donc, ces éléments sont quand même à garder en tête. L'autre élément à garder en tête, c'est que les patientes étaient jusqu'à présent, mais on a beaucoup travaillé pour changer notre discours et je l'ai vu dans mon exercice que les patientes sont de mieux en mieux informées, mais il y a une dizaine d'années de ça, même un peu plus, les patientes ne savaient pas quel type de contraception elles devaient prendre et des fois prenaient des contraceptions qui étaient déconseillées avec leurs conditions cardiaques et d'autres ne savaient pas que les grossesses étaient à haut risque et donc pensaient pouvoir être enceintes comme n'importe quelle patiente. Et ça concernait pour les deux cas 50% de ces patients. Donc, c'est des éducations, enfin des informations qu'il faut vraiment prendre le temps de donner à la patiente, quitte à s'associer avec un collègue gynéco qui aussi aura cette culture pour bien les conseiller. Concernant les modifications physiologiques pendant la grossesse, peut-être vous les connaissez déjà parce qu'on en parle souvent. On sait qu'il va y avoir une augmentation du débit cardiaque qui va se faire par plusieurs éléments. Très tôt pendant la grossesse, il va y avoir une accélération de la fréquence cardiaque pour atteindre un maximum au deuxième trimestre et un peu plus décalé, mais quand même dès la fin du premier trimestre, une augmentation du débit cardiaque qui va être maximale à la fin du troisième trimestre. Parallèlement, il va y avoir une diminution des résistances vasculaires systémiques et donc une baisse de la tension artérielle. Et ça, c'est surtout vrai au premier trimestre pour ensuite se normaliser au deuxième trimestre. Et normalement, il y a une vasodilatation artérielle pulmonaire qui permet une optimisation du débit cardiaque pour augmenter le débit cardiaque maternel, ce qui sous-entend que s'il y a une hypertension artérielle pulmonaire, cette adaptation n'est pas possible.
pendant le travail, donc les contractions utérines augmentent le débit cardiaque, augmentent aussi le wall stress sur l'aorte à chaque contraction, ce qui peut être compliqué. Également, la douleur augmente le débit cardiaque et les tensions artérielles. Donc, ce sont des éléments qu'il faut monitorer pendant l'accouchement, mais aussi éventuellement anticiper par des analgésiques lorsque la patiente a des contractions. Et puis, la dernière chose importante à connaître pendant la grossesse, c'est le postpartum, parce que c'est très souvent dans cette période où les événements cardiovasculaires surviennent, avec en premier lieu un transfert du sang placentaire et de la muqueuse utérine dans la circulation veineuse maternelle, ce qui va augmenter la précharge cardiaque. Et aussi, pendant cette période, on sait qu'il y a un risque thromboembolique qui se majore. Il était déjà présent pendant la grossesse, mais là, il est encore plus important. Et des risques infectieux. Donc, c'est une phase un peu qui est critique. Et souvent, la semaine qui suit, enfin les 24-48 heures jusqu'à la semaine qui suit l'accouchement, c'est les patientes les plus graves, c'est là où elles risquent de faire des complications qui peuvent être fatales quand la situation, la cardiopathie est trop sévère. Les autres modifications dont je vous en ai parlé, les complications thromboemboliques qui sont liées en fait à des diminutions de la protéine S, entre autres. Le risque de thrombose chez une femme sans cardiopathie congénitale pendant la grossesse est multiplié par 3 et quand on est en postpartum par 6. Donc, les patientes qui ont un risque thromboembolique, celles qui ont fait de l'arythmie, qui ont déjà eu des antécédents thromboemboliques, vont avoir un risque qui va être majoré et dont il faut tenir compte pour avoir un protocole de prévention chez ces patientes. Il y a des modifications métaboliques qui ne nous concernent pas trop en tant que cardiologue, mais qui sont quand même à connaître. Les patients peuvent faire du diabète. Et puis, là où on est un peu plus concerné, c'est les modifications d'absorption de pharmacodynamique, si bien que les traitements à instaurer pour être efficaces sont souvent à des doses plus élevées. Donc, c'est bien de surveiller l'efficacité des traitements qu'on instaure quand ces derniers sont justifiés. Le risque maternel, donc le risque maternel a été beaucoup étudié sur des cohortes, notamment au Canada. C'est les cohortes CARPREG qui ont permis de faire les premiers scores de risque chez ces patientes. Et puis, plus récemment, encore en cours, il y a un énorme registre des prises en charge de grossesse sur des cardiopathies qui au départ était européen mais maintenant est international et qui a permis de vraiment optimiser nos connaissances à partir de ces données sur globalement les patientes avec des cardiopathies, mais aussi spécifiquement sur pas mal de cardiopathies congénitales avec des données qui sont plus valables que la simple expérience d'un centre. Et surtout, dans ce registre qui nous intéresse, c'est que la plus grosse cohorte concerne les cardiopathies congénitales. Donc, on a pu rapporter beaucoup d'expériences sur comment se passent les grossesses chez ces patientes et quels en sont les facteurs de risque. Ce qui est globalement à connaître, c'est que quand une patiente a une cardiopathie, il y a forcément en global un risque de mortalité plus élevé qu'une patiente qui n'en a pas. Et que la première complication pendant la grossesse, c'est l'insuffisance cardiaque. Ensuite, on a un risque de troubles du rythme, que ce soit supraventriculaire ou ventriculaire, et sinon des complications obstétricales et fétales. C'est pour ça que la collaboration avec une équipe d'obstétrique est indispensable pour prendre en charge ces patients. Donc, si vous les avez, il faut vraiment que vous soyez en contact avec un centre où vous avez la possibilité de faire ces échanges pour bien encadrer la grossesse et la planifier, ou sinon discuter avant la grossesse d'un projet prénatal, puisqu'on sait que le conseil est capital chez ces patientes. C'est aussi important de savoir qu'il y a des retentissements fœtaux. Donc, c'est important de sensibiliser les obstétriciens et aussi les patientes sur le risque de prématurité et aussi le risque de récurrence, on va le voir un peu plus tard, parce que c'est des éléments qui peuvent sensibiliser la patiente quand on sait
déjà que le risque pour sa santé est élevé. Ce risque est très variable d'une cardiopathie congénitale à l'autre. Sans surprise, il est très sévère chez les cardiopathies congénitales avec de l'hypertension artérielle pulmonaire comme les Eisenmenger, sachant que c'est des patientes qui ont en plus de la cyanose. Bon, je pense que je ne sais pas où vous en êtes dans le diplôme, mais enfin dans l'enseignement, mais les Eisenmenger associent un shunt avec un passage important, un shunt important à travers une CIV qui entraîne un remodelage vasculaire des artères pulmonaires, qui vont avoir une élévation de la résistance, si bien que ces résistances vont se fixer et être supérieures aux résistances systémiques, et ce qui est à l'origine d'un inversement du shunt à travers la CIV. Donc, c'est des patients qui ont l'hypertension artérielle pulmonaire, la surcharge biventriculaire, et qui, sur la surcharge, le risque thromboembolique aussi, puisqu'elles ont une polyglobulie liée à la cyanose. Et sur tous ces risques associés, les modifications hémodynamiques de la grossesse leur font prendre un risque très élevé d'insuffisance cardiaque et forcément de décès. De la même manière, les patientes qui ont des cardiopathies complexes, comme les ventricules uniques, on le voit avec le Fontan, sont aussi des patientes qui vont avoir beaucoup d'événements cardiovasculaires. Et ça, on le sait de nos registres et aussi des données que je vous ai montrées européennes et internationales. On sait que ces patientes Fontan font plus de complications rythmiques déjà pendant la grossesse et thromboemboliques. Elles vont surtout beaucoup devenir de l'enfant. Il n'y a pas de décès, mais on garde en arrière-pensée que la grossesse peut impacter le devenir du Fontan. Et enfin, les grossesses qui sont inquiétantes, enfin qui peuvent vous inquiéter, sont les grossesses pour lesquelles il y a un ventricule droit systémique. De la situation de grossesse, et donc la patiente est dans ces cas-là à haut risque d'insuffisance cardiaque. Également, ce sont des patientes qui ont des cicatrices chirurgicales, quasiment toutes. Beaucoup les transpositions des gros vaisseaux qui ont été normalement elles sont plus trop enceintes maintenant, celles qui ont eu les chirurgies de Senning ou Mustard dans les années 70 parce qu'elles approchent de la quarantaine, voire elles ont presque 50 ans, certaines. Donc, c'est peut-être ces patients dont vous entendrez moins parler. Mais on a quand même les tétralogies de Fallot qui peuvent avoir des événements rythmiques. Les CAV réparés, il y a beaucoup d'événements rythmiques. Donc, la grossesse peut favoriser le passage en arythmie qui nécessite une prise en charge. Donc, je vous ai parlé déjà un petit peu du risque fœtal. Pareil, le risque fœtal va dépendre de la cardiopathie maternelle sous-jacente. On voit qu'il est très variable. Il est beaucoup plus réservé chez des patientes qui ont des cardiopathies complexes. Donc, les Eisenmenger, toujours, la cardiopathie cyanogène, parce que c'est assez simple de s'imaginer que s'il y a moins d'oxygène chez la mère, ça va être aussi un peu plus compliqué au niveau de l'extraction placentaire. Donc forcément, le taux de mortalité anténatale et néonatale est plus élevé. Il y a plus d'hospitalisation aussi en unité de soins intensifs de néonatologie chez ces patientes. Et en fait, le pronostic de l'enfant va dépendre de plusieurs éléments. La nutrition, ça ne nous concerne pas trop dans nos pays, mais l'oxygénation avec les cardiopathies cyanogènes, ça nous concerne. De même que l'adaptation et surtout l'adaptation cardiaque au régime de grossesse pour permettre une perfusion optimale du placenta et donc un développement fœtal va être primordial. C'est-à-dire qu'une patiente qui ne va pas arriver à augmenter son débit cardiaque avec les besoins de la grossesse va forcément avoir des enfants des fœtus avec un petit poids pour l'âge gestationnel et également à la naissance un PAG qui peut être diagnostiqué. C'est des patients aussi qui ont des contextes génétiques. Alors, on verra, il y a des syndromes associés aux cardiopathies congénitales avec des hérédités pour certaines dominantes. Mais il y a aussi quand même un risque de récurrence chez nos patientes qu'il faut expliquer quand il y a un projet de grossesse ou pendant la grossesse
pour que la patiente ne soit pas choquée et surtout pour optimiser la naissance d'un enfant qui pourrait avoir une cardiopathie sévère comme une transposition des gros vaisseaux. Et la dernière chose, c'est des patientes qui ont souvent des traitements. Elles ont des anticoagulants, elles ont des IEC, elles ont des bêta-bloquants et tout ça peut interagir sur le fœtus, soit sur la croissance, soit à titre tératogène. Donc, c'est des choses à aussi bien anticiper. Le risque de récurrence, il est le plus fort quand la maman a une cardiopathie congénitale. C'est plus fort que tous les autres facteurs de risque décrits, c'est-à-dire que ce soit l'âge maternel, le diabète ou d'autres risques comme les procréations médicalement assistées qui ont été aussi associés. Donc, à partir du moment où un des parents a une cardiopathie congénitale, et encore plus quand c'est la mère, comme le risque de récurrence est variable, il est de 3 à 10% selon les cardiopathies. Bon, c'est très variable d'une série de la littérature à l'autre, mais on fait de la prévention et donc on fait un dépistage chez ces patientes de la cardiopathie fœtale. Très souvent, c'est dans un continuum de lésions, c'est-à-dire qu'on peut avoir une patiente avec une bicuspidie aortique qui peut avoir un enfant avec une hypoplasie du cœur gauche. Donc, le diagnostic anténatal et le dépistage a tout son sens dans ce cas-là, mais ce n'est pas systématique. On peut avoir aussi des patientes avec des anomalies du cœur droit ou d'autres mécanismes de développement embryonnaire. Ce n'est pas forcément exactement lié. L'autre chose importante, c'est qu'il y a quand même un risque de transmission autosomique dominante dans certains syndromes associant des malformations cardiaques. On pense surtout au Di-George, Noonan, à l'Alagille et au Marfan. Ces patientes ne sont pas tout le temps déjà pas toujours diagnostiquées à l'âge adulte. Donc, il y a déjà un diagnostic génétique à faire des fois à l'âge adulte devant l'association d'une fente palatine, d'un petit retard mental, de problèmes de parathyroïde ou de choses comme ça. Donc, c'est des choses qui doivent mettre la puce à l'oreille, même chez les adultes. C'est plus souvent, heureusement, diagnostiqué à l'âge pédiatrique, mais on a quelques rares cas qui avaient des formes frustres et ils sont diagnostiqués à l'âge adulte. Et donc, quand elles sont enceintes, il faut aussi les prévenir et que l'équipe de diagnostic prénatal s'empare du problème pour pouvoir bien conseiller la patiente. Enfin, on a donc ce risque de récurrence dont je vous ai parlé, qui est plus fort quand c'est la mère qui est malade, qui a la cardiopathie, et qui est aussi encore plus fort quand c'est une cardiopathie du cœur gauche, comme par exemple une coarctation. Donc, comment déterminer le risque devant nos patients? Donc, il y a pas mal d'outils qui sont à disposition. Vous pouvez déjà, si vous avez cette situation dans votre pratique ou si vous êtes intéressé par ce thème, regarder dans les recommandations européennes de la Société européenne de cardiologie ou même de la HA. Ils ont, surtout la Société européenne de cardiologie, à classer les cardiopathies selon leurs critères de gravité et à recommander les lieux de suivi et d'accouchement en fonction des critères de sévérité. Donc, c'est assez aidant et en plus, ça a été validé sur les registres pour voir si c'était pertinent, cette classification, si ça permettait de bien déterminer à quel point le cas était sévère ou pas. Mais il y a d'autres classifications qui ont été construites sur des cohortes un peu plus petites, même si quand même il y a un nombre important de patientes dedans. Le CARPREG, donc sur les cohortes canadiennes qui sont intéressantes et qui sont globales. Et puis celles qu'on utilise un peu moins, celle de Zahara, parce que c'était sur des petites populations et aussi basées sur des revues de littérature, donc elles sont moins applicables. Et puis, bien sûr, plus on parle dans la spécificité, plus on fait du sur-mesure pour la lésion spécifique et son risque propre. C'est important aussi de regarder en détail ces études pour savoir comment bien conseiller nos patientes parce que certaines patientes veulent vraiment à tout prix être enceintes. Donc, c'est important de savoir dans quoi on part avec elles. Donc, le CARPREG, je vous le montrais ici, de score. En fait, en fonction du nombre de points recueillis par la patiente, on peut prédire le risque d'événements de survenue pendant la grossesse. En gros, c'est les antécédents cardiovasculaires comme l'insuffisance cardiaque,
les AVC ou les arythmies pendant les précédentes grossesses sont insuffisance cardiaque ou arythmie et AVC lors des précédentes grossesses sont des facteurs de risque pour la grossesse en cours ou à venir. La classe fonctionnelle maternelle et la cyanose sont des facteurs pronostiques. Les obstructions du cœur gauche, donc ce qu'il faut retenir, c'est l'obstruction du cœur gauche aortique chez une patiente asymptomatique avant grossesse ou en début de grossesse peut avoir une grossesse qui se passe bien, sous réserve qu'elle est très bien suivie. Ce n'est pas forcément une indication d'interruption de grossesse, c'est une grossesse à risque, mais qui peut être bien conduite. Quand la patiente sur un rétrécissement aortique est symptomatique, à ce moment-là, il y a des gros risques de complications pendant la grossesse et donc la discussion d'interruption de grossesse ou de dilatation de la sténose aortique, si elle est accessible pendant la grossesse, peut être discutée. Et les sténoses mitrales, toute sténose mitrale moyennement serrée est une contre-indication, enfin, on déconseille très fortement la grossesse tant que cette cette chirurgie mitrale n'ait pas été effectuée. Sachant qu'on préfère encore même avoir dans ces recommandations une valve mécanique mitrale qu'une valve mitrale sténosante. Donc, c'est pour vous dire comme c'est risqué d'avoir ces patientes. Mais des fois, j'en vois passer en cardiologie, pas forcément que par une arrivée congénitale. Et je vois que mes collègues ne sont pas forcément au courant du caractère grave d'avoir un rétrécissement mitral quand on est une jeune femme. Celle qui est le plus recommandée dans notre utilisation, c'est l'OMS4. Donc là, je vous ai dit, vous pouvez vraiment aller sur le site de l'ESC. On a aussi rédigé cette année, enfin c'est en ligne en fin de l'année dernière, donc cette année, le PNDS qui est de l'HS, donc c'est quelque chose de gratuit que vous téléchargez sur Google. Si vous regardez grossesse et cardiopathie congénitale complexe, nous l'avons rédigé et il y a notamment ces classifications qui peuvent être utilisées. Et je pense que quand vous avez une patiente que vous devez évaluer, que vous voulez partager avec d'autres confrères pour savoir dans quel critère de gravité elle se trouve, eh bien, vous pouvez utiliser cette classe en disant cette patiente, elle est selon recommandation classe OMS 3, et donc elle a ce risque, ce risque, ce risque. Et c'est quand même très aidant aussi dans nos discussions pour prendre en charge la patiente et sensibiliser les anesthésistes comme les obstétriciens. Dans cette classe, il y a forcément les grossesses contre-indiquées. Donc, l'hypertension artérielle pulmonaire est une contre-indication à la grossesse, quelle qu'en soit la cause. Donc, ça veut dire, y compris quand c'est des hypertensions initialement du cœur gauche qui ont évolué avec une part précapillaire, elles sont contre-indiquées en théorie à la grossesse. Les dysfonctions sévères du ventricule systémique et les patients très symptomatiques, et sont un écrocachat 3 ou 4, les Bon, les joies de Zoom et d'une connexion Internet instable. Donc, je vais m'y remettre. Voilà. Désolée pour cette interruption.
Voilà, j'espère que c'est bon pour vous. Donc, on avait revu les contre-indications. Donc, hypertension artérielle pulmonaire, dysfonction ventriculaire, dysfonction ventriculaire, j'en étais où? Obstacle gauche, antécédent de cardiomyopathie du péripartum et aorte fragile. Donc, pour les bicuspidies, c'est contre-indiqué normalement au-dessus de 50 mm, sachant que les cas de dissection sur bicuspidie en dehors d'un syndrome de Turner sont quand même assez rares. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut autoriser des grossesses pour des aortes à 50 mm, mais bien suivre ces patientes. Et on peut peut-être être un peu moins, peut-être que ces recommandations changeront quand on aura un peu plus de données, puisque le registre mondial dont je vous ai parlé, maintenant focus sur les aortopathies. Et puis les coarctations natives, normalement, sont aussi des OMS4. Mais ce genre de grossesse, c'est aussi gérable. Si vous voulez, si on a un petit peu de temps à la fin du cours, on peut aussi se challenger sur ces lésions pendant une grossesse. Plus récemment, les recommandations ont été mises à jour sur d'autres classes qui sont à risque. Ce sont surtout les fontants à partir du moment où il y a une complication. Donc, ça peut être un antécédent d'arythmie, une fonction ventriculaire moyenne, une fuite d'une valve auriculo-ventriculaire moyenne. Bon, bien sûr, l'entéropathie exsudative, les complications de cirrhose, enfin vraiment des signes de failing fontan, non, pas de grossesse. Le fait d'avoir de la cyanose, ça se discute. Et honnêtement, c'est basé que sur un avis d'experts, c'est un consensus d'experts. C'est pas basé sur des données de la littérature. Ça veut pas dire qu'il faut forcément encourager ces patientes à être enceintes. Mais je pense que là aussi, on aura peut-être de l'évolution puisque les patientes avec un fontan sont maintenant majoritairement adultes en nombre par rapport au nombre de patients enfants avec un fontan. Et donc, forcément, on aura plus d'informations sur les risques d'une grossesse et l'impact d'une grossesse sur le fontan. L'autre classe, c'est les VD systémiques. Là aussi, ils ont été beaucoup plus freinateurs sur les projets de grossesse avec ces récentes recommandations. À partir du moment où il y a une dysfonction moyenne du VD systémique ou une fuite tricuspide moyenne, on sait que c'est des patients déjà qui sont à risque d'insuffisance cardiaque et même de pronostic sur ces simples liaisons. La grossesse est aussi déconseillée. Pour l'enfant, il y a plusieurs éléments qui sont pronostiques, on en a déjà parlé, mais ils n'ont pas été validés prospectivement, contrairement à la classification OMS dont je vous ai parlé, qui est validée prospectivement. Donc, c'est un score de risque de haute valeur. Forcément, quand, quand la patiente n'est pas optimale, qu'elle est symptomatique, elle a de la cyanose, qu'elle a des traitements anticoagulants, vous le savez, il y a des retentissements sur le pronostic fœtal, sur la croissance de l'enfant et donc sur aussi le risque de prématurité et de détresse à la naissance. Donc, en pratique, il faut penser à évaluer ce risque maternel en vous aidant de ces outils. Et également le risque fœtal et bien sûr, si possible, en préconceptionnel. Il est très encouragé de faire un bilan non invasif complet des patientes avec surtout une épreuve d'effort parce qu'on va pouvoir voir si elle a les conditions optimales pour mener sa grossesse puisque ça augmente le débit cardiaque, donc c'est une physiologie d'effort. Moins, pas très intense, mais quand même. Aussi, c'est important d'avoir une idée assez précise des fonctions ventriculaires. Donc, si la patiente n'a pas de contre-indication, une IRM permet de mieux mesurer qu'une évaluation qualitative d'une fraction d'éjection de VD en écho, et ça s'est publié. La FEVD qu'on fait en écho, elle est beaucoup moins reproductible en interobservateur qu'une FEVD en IRM. Donc, c'est des éléments qui sont importants dans la précision et la stratification du risque de vos patientes. Bien sûr, une fois enceinte, planifier le suivi de la grossesse et les variables en fonction de la sévérité de la cardiopathie et de l'état de la patiente. Ça peut être mensuel et rapproché en fin de grossesse si la patiente a une cardiopathie sévère, mais ça peut être 2-3 fois dans la grossesse si c'est une cardiopathie comme
suis vraiment désolée, hein. Euh, voilà. Voilà. Donc, la règle d'or, prise en charge par une équipe multidisciplinaire ou si la patiente n'est pas dans un gros centre, rentrer en contact avec le CHU qui va vous mettre en lien avec l'équipe qui s'occupe des cardiopathies congénitales ou de tout ce qui est cardio et d'obstétrique. L'équipe, forcément, doit comprendre des cardiologues. Alors, pas forcément que des cardiologues qui font de la cardiopathie congénitale, mais aussi des gens qui font, enfin, des cardiologues qui font de la rythmologie ou de la cardiomyopathie. C'est vraiment, ou du structurel, parce qu'ils vont aussi rapporter leur expérience à la prise en charge de vos patientes et nos patients adultes balayent chacune de ces disciplines. Il faut bien sûr les anesthésistes, les obstétriciens et les néonatologues, puisqu'il y a tout le caractère dépistage anténatal et prise en charge néonatale qui aura son importance. On va discuter, est-ce que la patiente peut entrer en travail spontanément ou est-ce qu'il faut le planifier parce que si ça se passe mal et que ça tombe sur une garde, ça va être compliqué pour l'équipe de garde qui ne connaîtra pas forcément la prise en charge et le protocole de prise en charge. Généralement, quand la grossesse est bien tolérée, on essaie de planifier un accouchement vers 39-40 semaines, donc à terme. Ça va dépendre de la condition maternelle et obstétricale et fétale. Quand c'est planifié, c'est des inductions qui peuvent être pharmacologiques avec des prostaglandines qui, en théorie, peuvent entraîner des vasospasmes. Donc, chez des patientes avec de l'HTAP, ça peut être un peu risqué. Aussi, il y a des risques d'hypotension. Donc, chez les patientes avec des cardiopathies cyanogènes, on peut avoir une majoration de la cyanose. Et souvent, ce qui est privilégié, il y a des équipes qui le font de plus en plus. Ça dépend de l'expérience de l'équipe. Mais c'est des inductions mécaniques au ballonnet. Donc, il y a de plus en plus de recherches là-dessus de la part des obstétriciens. On va discuter en fonction du risque de la patiente, donc risque rythmique, risque de décompensation, s'il faut faire un monitoring en salle de naissance. Aussi du type d'anesthésie, la péridurale est privilégiée puisqu'elle traite la douleur sans faire trop de variations hémodynamiques. Mais si vraiment il y a une césarienne qui est programmée, eh bien, ce sera plutôt un bloc rachidien. Là aussi, en fonction du risque d'instabilité hémodynamique, parce qu'il y a des chutes très importantes de la tension artérielle qui peuvent être vraiment mal tolérées dans des cardiopathies qui sont charge dépendantes, les HTAP, les sténoses aortiques, quand il y a une cardiopathie hypertrophique. Donc, ça peut être très mal toléré. Donc, il y a des formes titrées de bloc rachidien. Et donc, c'est vraiment l'expérience de l'anesthésiste et le partage d'expérience entre anesthésistes d'obstétrique et équipe de cardio-obstétrique qui fait que cette prise en charge peut vraiment être optimisée. On va privilégier la voie basse et il n'y a vraiment que quelques rares cas de césarienne qui sont, enfin rares cas, obstétricales, donc ça peut être quand même relativement fréquent. Mais sinon, la patiente qui est en menace d'accouchement prématuré sous AVK, qui a une aorte surtout fragile, surtout un marfan à plus de 45 mm parce qu'il y a un risque de dissection, ou si c'est une dissection aiguë ou chronique, si la patiente a une insuffisance cardiaque non contrôlée, certains rétrécissements aortiques serré, ça dépend des équipes, mais alors un rétrécissement aortique serré symptomatique, pour moi, il y a une indication. Les rétrécissements mitraux, souvent il y a de l'hypertension pulmonaire, donc c'est pareil, c'est souvent une césarienne. L'hypertension artérielle pulmonaire, oui, parce qu'on peut le faire de façon très contrôlée. Dans l'hypertension artérielle pulmonaire, surtout éviter l'anesthésie générale parce qu'on sait que ça associe à x4 le risque de décès maternel en postpartum. Donc, ce n'est pas la voie de prédilection, c'est vraiment césarienne avec un bloc. S'il y a une valve mécanique et que la patiente est difficile à gérer pour planifier l'accouchement et qu'elle risque d'arriver avec un INR à 4, si on a gardé les AVK, ou si on l'a laissé sous le Lovenox, eh bien, privilégier une césarienne. Donc, le postpartum, je vous ai dit, il faut prévenir l'hémorragie chez certaines patientes. C'est parce que c'est une complication relativement fréquente. L'hémorragie, elle est plus fréquente chez les patientes qui ont des valves mécaniques, chez les patientes qui ont eu des préventions par anticoagulants. Pour la prévenir, on peut donner de l'oxytocine, mais il y a un risque de tachycardie réflexe et d'hypotension théorique. Donc, on le sait.
Et des fois, ils le font, ils l'évitent chez les patientes qui ont des hypertensions artérielles pulmonaires. Sinon, il peut y avoir des analogues de prostaglandine et des dérivés d'ergotamine qui, eux, ont un risque de vasospasme et d'hypertension. Donc là, c'est pareil. Si ce risque peut aggraver l'état cardiaque de la patiente, on va l'éviter. On va bien sûr prévenir le risque thromboembolique chez les patientes à risque. Ça, je vous en ai parlé. Le risque infectieux, normalement, il n'y a pas d'antibioprophylaxie chez nos patientes. Sur ce type d'intervention, sauf que chaque fois qu'il y a une infection maternelle, quelle qu'elle soit, une rupture prématurée de la poche d'ISO, des choses comme ça, eh bien, il y aura un traitement systématique par antibiotiques fait par l'équipe d'obstétrique. Ensuite, il peut y avoir des modifications importantes de la précharge, du fait du passage de sang de l'utérus maternel vers les veines maternelles. Et donc, un gros risque d'insuffisance cardiaque la première semaine qui suit l'accouchement. Donc, c'est vraiment quelque chose à surveiller. Donc, en pratique, donc je mets ici quelques cas. On en voit beaucoup. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pourrez nous les poser en fin de cours. Là, c'est le cas d'une tétralogie de Fallot qui était suivie jusqu'à ses 18 ans en pédiatrie. Puis, après ses 18 ans, elle a arrêté son suivi. Et puis, elle a été hospitalisée à l'âge de 33 ans dans un hôpital pour une arythmie qui a été seulement choquée. Elle allait bien, elle avait quelques épisodes de palpitations qui ont récidivé, mais jamais pu être vraiment authentifiée. Et elle a eu une première grossesse il y a 6 ans qui, elle, s'était très bien passée. Elle est admise aux urgences pour des palpitations et son électrocardiogramme montre une tachycardie qui, à prime abord, est régulière à QRS large. Donc, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? Donc, généralement, dans le Fallot, plus souvent, il y a un risque de tachycardie ventriculaire, mais il est quand même beaucoup plus faible par rapport au risque de tachycardie supraventriculaire. Et là, comme c'est de la tachycardie avec des QRS, monomorphes et régulières, on essaye des massages, des manœuvres vagales pour voir si on dévoile un trouble du rythme supraventriculaire, en l'occurrence un flotteur, ce qui était le cas chez cette patiente. Donc, qu'est-ce qu'on fait chez ces patientes ? Eh bien, en fait, le trouble du rythme, généralement, il faut le réduire. Si on est vraiment au milieu de la grossesse avec un trouble du rythme et qu'on se dit, je vais juste ralentir la fréquence cardiaque, alors que la patiente a une cardiopathie congénitale avec des lésions résiduelles, même une fuite pulmonaire, ce n'est pas raisonnable ni pour la patiente, ni pour le devenir fœtal. Donc, normalement, il faut être assez actif sur le traitement. Déjà, il faut écarter un thrombus, puisque si la patiente est en arythmie depuis plus de 48 heures, elle peut avoir commencé à développer des thrombus auriculaires. Donc, il faut faire au moins une ETO. Et derrière, tout est possible, mais surtout, on peut, si la patiente est très symptomatique et qu'elle tolère mal, il y a urgence à faire un choc électrique. Ce choc doit être fait plutôt en proximité d'une maternité, puisque dans très rares cas, il peut y avoir un choc sur un QRS fœtal qui peut dégénérer en torsade de pointe et en fibrillation ventriculaire et en mort fœtale. Donc, si l'enfant, au moment où arrive cet événement, est viable, il est vraiment fortement recommandé de faire le choc électrique à proximité d'une maternité pour que l'enfant soit extrait en urgence s'il se passe quoi que ce soit. Nous n'avons jamais eu ce cas de figure, mais c'est écrit et c'est intelligible pour les cardiologues, ce genre d'événement. On peut sinon faire la stimulation ésophagienne. On peut également faire, s'il y a une résistance, des ablations avec, bien sûr, un minimum de fluoroscopie pour éviter l'irradiation du fœtus, et tout ça en travail main dans la main avec un physicien pour qu'on puisse doser la dose d'irradiation reçue par le fœtus. Et on évite au maximum la cordarone, mais vraiment, vraiment, s'il n'y a pas d'autres antiarythmiques qui marchent après avoir essayé les bêta-bloquants surtout, eh bien, ou la digoxine, ça peut se discuter. En tout cas, il est important d'anticoaguler pour les risques que je vous ai annoncés de complications thromboemboliques pendant et juste après la grossesse. Et parmi les antiarythmiques, comme je vous ai dit, celui qu'on utilise le plus, nous, c'est
quand même plutôt les bêta-bloquants, que ce soit, ceux qui sont le mieux tolérés par le fœtus, c'est le propranolol et le métoprolol, qui ne sont pas très, très anti-arythmiques, mais sur de l'hyperexcitabilité auriculaire ou ventriculaire, ça peut être suffisant. Mais sinon, on prescrit plus facilement du sotalol et quelquefois de la digoxine, c'est beaucoup plus rare chez ces patientes. En tout cas, si vous avez un doute sur les traitements, vous pouvez aller sur le site du CRAT qui vous diront si le traitement a un risque tératogène ou pas, et les données de la littérature sont actualisées pour savoir ce que vous pouvez continuer. Donc, on fait une échographie chez cette patiente où on découvre, donc phallo-opéré, on découvre sans surprise des cavités droites dilatées associées à une fuite pulmonaire libre. Et donc, la grossesse se déroule bien. Et Madame O arrive à 34 semaines de grossesse vous voir pour planifier son accouchement. Donc, à ce moment-là, on va se poser toutes les questions de où on va la faire accoucher. Est-ce que c'est une maternité de niveau 1, niveau 2? Est-ce que c'est près d'un service de cardiologie, loin d'un service de cardiologie? Est-ce qu'il faut une chirurgie cardiaque pour assister? Toutes ces questions doivent être posées. Qu'est-ce qu'on va faire des anticoagulants? Est-ce qu'il faut les continuer, faire une petite fenêtre, ou est-ce qu'on peut faire une fenêtre plus large pour être sûr qu'il n'y a pas du tout de résiduel d'HBPM au moment de la césarienne, pour vraiment s'assurer qu'il n'y a aucun risque d'hémorragie et surtout d'hémorragie du postpartum? S'il y a césarienne, est-ce qu'on fait une césarienne? Est-ce qu'on fait une voix basse? Est-ce qu'on fait une péridurale ou il faudra faire une rachie ou une anesthésie? Enfin, en général, tout ça doit être discuté. Et aussi anticiper le risque pour le déclenchement, mais aussi le risque d'hémorragie du postpartum, quel type de médicament va être utilisé et comment va être surveillée la patiente pendant l'accouchement et juste après l'accouchement. Donc, est-ce qu'on pouvait prévoir ces complications chez cette patiente? Si on prend le score, les études de la littérature, oui, puisque la patiente, elle avait un VD dilaté, elle avait une FEVD qui était autour de 40%, elle avait une fuite pulmonaire sévère et elle avait déjà fait des arythmies. Donc oui, cette patiente avait un risque d'événement pendant la grossesse qui a été géré. Il y a d'autres scores qui confirment ce que je viens de vous dire, les antécédents arythmiques et les lésions résiduelles peuvent être des facteurs de risque. Et ce qui était important, c'est surtout évaluer la patiente avant, avec notamment une IRM, une épreuve d'effort, un Holter pour vérifier s'il n'y avait pas d'arythmie, et discuter d'une valvulation pulmonaire si la patiente était dans les critères de valvulation pulmonaire dans la tétralogie de Fallot. Donc, si le VD était très dilaté, la VO2 altérée, la FEVD un peu diminuée, il valait mieux valver avant d'être enceinte, sachant qu'on, grâce aux données du registre, on sait que maintenant les grossesses à dilatation du ventricule droit. Donc le risque rythmique, il est très important et le plus important, c'est chez les patients qui ont déjà eu des arythmies. Ce qu'on ne sait pas, c'est si l'ablation a un effet plus fort sur la prévention, pour prévenir le risque de récidive pendant la grossesse. Il n'y a pas ces études-là. C'est pas sûr parce que souvent, une forme d'arythmie très organisée va même ablater, évoluer vers une forme d'arythmie désorganisée et du paroxystique évolue souvent vers le permanent. Donc, c'est pas certain à 100%. Diminution dans le risque par rapport à des prises médicamenteuses, un traitement médicamenteux, mais on ne l'annule pas. Donc, sinon, les autres cardiopathies à risque, sans surprise, les valvulopathies, l'hypertension pulmonaire, ça a vraiment un impact sur le pronostic maternel, mais aussi fœtal. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que ce n'est pas bien de garder une arythmie tout le long de la grossesse. Donc, le récurrence, ça revient à ce que je vais dire, la récurrence d'arythmie, c'est la principale cause d'arythmie, c'est chez les patients qui ont déjà eu des arythmies qui a le plus de récidives d'arythmie pendant la grossesse. Les cardiopathies à risque, il y a le Fallot, c'est faible. Le Fallot, c'est faible, sauf si elles ont déjà eu des arythmies avant la grossesse, mais c'est surtout les fameux ventricules, transposition des gros vaisseaux, qui avaient eu des chirurgies à l'étage auriculaire qui normalement sont de moins en moins fréquentes, du moins en âge de procréer, puisqu'elles commencent à être ménopausée maintenant. Donc, peut-être elle ne vous en entendrez pas parler, mais il y a quand même le Fontan qui est très, très à risque. Et les CAV aussi, ils ont beaucoup d'événements rythmiques. En tout cas, pendant une tachycardie et grossesse, tout est possible et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est si c'est mal toléré, si un essoufflement, une petite chute tensionnelle, si la fonction ventriculaire s'altère, il faut choquer. Il ne faut pas laisser la patiente avec cette arythmie.
L'insuffisance cardiaque, comme je vous ai dit, elle est beaucoup plus fréquente, enfin là pour le coup, au deuxième trimestre, mais surtout en postpartum. Le facteur déclenchant qu'il faut garder à l'esprit, c'est la prééclampsie, parce que c'est vraiment très pourvoyeur d'insuffisance cardiaque chez nos patientes. Et sinon, bien sûr, il y a des choses qui étaient attendues. Une patiente qui est symptomatique, qui a eu des antécédents d'insuffisance cardiaque, si on la met en surcharge, elle va refaire l'insuffisance cardiaque. Enfin, ces facteurs de risque sont, enfin, ça fait des publications, mais ils ne sont pas surprenants. Le risque infectieux d'endocardite, il n'est pas nul. Et surtout, c'est associé à une assez forte mortalité maternelle par rapport à des patients non, en dehors de la grossesse. L'endocardite dans la cardiopathie congénitale est associée à une mortalité de 12%. C'est quand même pas négligeable, mais le fait d'être enceinte aggrave encore cette mortalité. Donc, c'est des choses dont il faut garder en tête. Et nous, on a tendance à des fois être un petit peu au-delà des recommandations de l'ESC et à vraiment parler de prévention d'endocardite quand la patiente a une valve mécanique ou une cardiopathie cyanogène ou des antécédents d'endocardite parce qu'on considère qu'elles sont vraiment à très haut risque. Les complications thromboemboliques, donc la cardiopathie, c'est la 5e cause de complications thromboemboliques chez la femme enceinte, donc c'est quand même très fréquent. Quand on regarde les incidences sur les registres, c'est beaucoup, beaucoup plus fréquent qu'en population générale. C'est surtout parce qu'il y a des situations à risque comme les cardiopathies cyanogènes, les antécédents d'arythmie, les circulations de fond de temps. Ça, c'est vraiment des terrains à risque thromboembolique. Donc, si vous ajoutez en plus l'état procoagulant de la grossesse et du postpartum, il y a un risque qui est augmenté. Donc là, chez ces patientes, on a tendance à préconiser une prévention Bon, c'est laborieux. Hein. Là, voilà. Donc, ben non. Alors, hop. Ah, c'est bon là. D'un rétrécissement mitral, on va faire par carbomédical. Elle appelle son gynéco parce qu'elle est enceinte et le gynéco lui dit que ce n'est pas une bonne nouvelle, mais elle souhaite vraiment garder cette grossesse. Et donc, toute la question va tourner autour de qu'est-ce qu'on va faire des AVK, quelle surveillance on va lui faire. S'il vous plaît. Oui. On n'a pas les diapositives. Ah. Alors. Pourtant, j'ai partagé. C'est bizarre. Là, vous voyez mon écran? Pas encore. Ah, c'est bizarre. Non. Ah, c'est trop bizarre ça. Pourtant, j'ai partagé. Je partage. Alors, attendez. Ah, ça y est. Peut-être ça. Non, l'écran n'est pas partagé. Là. Les partager? Toujours rien. Toujours rien. C'est dur, c'est dur. Bon, attendez. Je vais faire ça. Je vais repartager.
C'est là normalement, écran. Et là? Non. Oh là là. Je sais pas pourquoi ça fait ça, c'est trop bizarre. Écoutez, je suis désolée, je vais essayer de me reconnecter. Parce que c'est... je sais pas trop comment... Je vais essayer de me reconnecter, hein, je reviens. En fait, ça me stresse un peu de me reconnecter parce que c'est tellement galère. Et ouais, c'est bizarre. Moi non, si là, en fait... Là, vous êtes d'accord que vous ne le voyez pas, hein, c'est ça? Oui, on ne voit rien. Rien. Non, d'accord. Bon, bah, je suis obligée d'arrêter. Ok. Essayez de vous déconnecter et se reconnecter une autre fois. Ouais, c'est ce que je vais faire. S'il vous plaît, on ne voit rien. Il n'y a pas les diapos, on ne vous voit pas. Alors. Est-ce que là, vous voyez? Oui. Oui, c'est bon. Merci. Alors, on va y arriver. Hop. Alors, j'en étais là. Planification. Oui, voilà, planification d'accouchement. Donc, ce qu'il faut retenir pour les AVK, il y a beaucoup plus de... Bon, pas surprenant. Plus de mortalité maternelle, ça c'est les données du registre REPAC et qui continue. Donc, je pense qu'on aura encore des informations plus précises dans les années à venir. Il y a plus de pertes fétales et de fausses couches chez les patientes qui sont laissées sous AVK. Et il y a plus de complications thromboemboliques chez les patientes qui ont eu des relais, surtout au premier trimestre. Donc, on ne sait pas trop ce qui est optimal. Laisser les AVK, faire des relais, pas faire des relais, c'est encore pas tranché. Enfin, il y a des règles qui sont des recommandations par la Société européenne, mais ce n'est pas évident. Et puis surtout, il y a un risque de malformation fétale sous AVK et des risques de complications hémorragiques. Et on voit quand on regarde les données de cette étude que les risques hémorragiques sont particulièrement élevés, notamment chez les patients qui sont laissés sous héparine tout le long de la grossesse, probablement parce qu'il y a aussi une gestion des résiduels au moment de la planification de l'accouchement. Donc, il y a vraiment aussi, à mon avis, une histoire d'expérience d'équipe. Pour le risque lié aux anticoagulants, si on fait le choix de laisser les AVK tout au long de la grossesse, eh bien, en fait, les AVK vont entraîner des embryopathies, elles sont tératogènes en fonction de leur dose. Et ce risque est particulièrement élevé quand la dose dépasse 5 mg. En dessous, il y a moins de risques et donc, des fois, c'est plus intéressant pour la patiente de garder ses AVK tout le long de sa grossesse. Quand on regarde, il n'y a rien d'optimal. Le mieux, c'est la patiente qui n'a pas besoin de fortes doses d'AVK exceptionnelles pour être bien anticoagulée sur sa valve mécanique tout au long de la grossesse, avec un suivi très, très, très régulier de ses INR. Eh bien, le risque pour la mère est faible. Et si c'est des faibles doses, le risque fœtal est faible aussi. Sauf que là, il n'apparaît pas parce que c'est juste AVK tout court. Ah si, low dose warfarine. Par contre, les autres, il y a toujours des complications. Et quand on regarde, par exemple, une patiente qui veut faire des relais, elle va avoir un risque pour elle. Il y aura un risque aussi pour l'enfant. Donc, ce n'est pas optimal. Une patiente qui est sous HBPM tout le long, il y a un risque pour elle parce qu'on va devoir faire de toute façon un relais. Il y a un risque un peu moins élevé pour l'enfant, mais ce n'est pas non plus optimal. Et puis, ce qui est le pire de tout, c'est l'HNF et l'AVK au cours de la grossesse, c'est-à-dire au premier trimestre, si on faisait HNF premier trimestre, relais AVK, puis AVK, re-HNF, c'est surtout cette période du premier trimestre
qui est assez stratégique chez ces patientes. Donc, les recommandations, je les trouve personnellement assez bien faites. Nous, on les applique depuis qu'elles sont sorties. Et, on a eu un événement thromboembolique chez une femme sur une valve mécanique mitrale, mais chez une patiente qui n'était pas venue nous voir pour nous dire qu'elle était enceinte, alors qu'elle avait eu 2 grossesses avant qu'on avait suivies. Donc, voilà, ça arrive. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ce qui est fortement recommandé, c'est quand même les relais par héparine au premier trimestre. Donc, nous, on a fait le choix plutôt de l'HBPM. Il conseille ensuite de faire un relais héparine AVK au 3e trimestre si on suit vraiment les niveaux de recommandation les plus élevés. Et surtout, à partir de la 36e semaine, on va préparer à l'accouchement où on va passer de l'anticoagulant à l'HNF pour ensuite faire une fenêtre qui peut être de 8 à 12 heures pour permettre la césarienne et reprendre 4 à 6 heures après la césarienne ou la voie basse, parce que ça peut être des voies basses. Je dis césarienne, en fait, on accouche aussi par voie basse quand on a une valve mécanique, qu'on a bien géré les anticoagulants. On peut reprendre les parines. Donc, ça, c'était pour vous montrer. Il y a tout un protocole à mettre en place avec les anesthésistes et les obstétriciens pour que ça se passe bien. En gros, c'est vraiment, il faut que ce soit arrêté avant qu'ils commencent à faire la péridurale. Enfin, il faut que le taux d'héparine dans le sang soit vraiment nul pour éviter les risques d'hématome médulaire et planifier la grossesse de façon la plus sereine possible. Donc, l'autre cas, c'est les patientes qui ont des aortopathies, des aortes fragiles. Alors, si aussi pour les valves mécaniques, il faut voir les patientes tous les mois, les interroger sur leurs symptômes et faire une échographie pour vérifier qu'il n'y a pas de modification majeure en dehors liée au débit des gradients à travers les prothèses. Pour les patientes autrement fragiles, donc les Marfan, donc là, c'est le cas d'une patiente qui avait eu une plastie mitrale avec des bons résultats, mais qui avait des atteintes de plusieurs organes liés à son enfant, plusieurs systèmes. Elle a eu une première grossesse qui s'était bien déroulée, et puis une deuxième grossesse avec une aorte au cours de grossesse à 41 mm. Donc là, on se demande qu'est-ce qu'on va faire. C'est un peu la panique à bord. En gros, ces patientes, elles ont un risque x5 de disséquer pendant la grossesse quand l'aorte est supérieure à 45 mm. Donc, à 40, ça reste quand même un risque. Donc, normalement, il faut éviter d'être enceinte, surtout après 45 mm. On ne sait pas si... Enfin, normalement, il n'y a pas d'aggravation de la dilatation aortique pendant la grossesse pour des diamètres inférieurs à 45, mais au-delà, ça peut accélérer la dilatation aortique. Et à long terme, par contre, le fait d'avoir été enceinte ne semble pas accélérer la pathologie aortique. Il y a juste une petite étude qui disait que pour des patientes avec des diamètres supérieurs à 40 mm, peut-être ça accélère la dilatation aortique chez les patientes une fois qu'elles ont eu une grossesse. En tout cas, les grossesses sont contre-indiquées quand il y a des antécédents de dissection, si les aortes sont supérieures à 45 mm ou si elles ont des valves mécaniques. Et quand on a des diamètres entre 40 et 45 mm, c'est selon les facteurs de risque, c'est-à-dire s'il y a des antécédents familiaux de dissection, si la patiente est hypertendue, si elle-même a déjà eu une dissection de l'aorte descendante, par exemple, où il y a une valvulopathie aortique associée, ça peut être, c'est normalement contre-indiqué au-dessus de 40 mm. Mais le risque zéro n'existe pas. Donc, ces patients doivent être suivis tous les mois. On leur donne un traitement bêta-bloquant pour éviter la progression de la dilatation aortique parce qu'on pense que les hormones libérées pendant la grossesse entraînent une fragilité pariétale qui favoriserait les dissections. Et puis aussi, il y a tout le côté génétique et de transmission à discuter avec la patiente. Et donc, elles ont besoin d'un conseil génétique pour savoir si l'enfant a un risque d'être touché et comment le dépister à la naissance. Là, encore une fois, vous pouvez vous aider des recommandations de l'ESC qui sont vraiment très claires, contre-indiquées, donc Marfan supérieur à 45 mm, les aortopathies héréditaires également à 45 mm, les bicuspidies aortiques supérieures à 50 mm et les Turner quand il y a un diamètre supérieur à 25 mm par mètre carré. Là aussi, en France, on a publié les PNDS, enfin, ce n'est pas notre groupe, mais c'est
le Centre de maladies rares Turner, qui a publié le PNDS sur grossesse et Turner, vous pouvez aller le voir. Les patientes avec des alarmes dans l'os sont normalement contre-indiquées à la grossesse car il y a un risque de rupture utérine et d'hémorragie sévère en plus du risque de dissection aortique. Et dans les autres cas, on a un risque plus modéré, mais ça implique surtout dans les OMS 3, qui est quand même un service de chirurgie cardiaque de proximité en cas de complications. Donc, là, c'est ce que je vous avais dit. On vous parle des risques et on vous dit également quand les grossesses sont déconseillées en fonction du type de aortopathie dans ces recommandations. Je ne vais pas vous les redire puisqu'on vient d'en parler, mais voilà, vous pouvez vous référer à ces recommandations qui sont assez bien faites. Je vous en ai parlé, je pense que l'échographie, bien sûr, tous les mois, je vous en ai parlé, et jusqu'à 6 mois postpartum, ça, je n'avais pas dit. Et bien sûr, les bêta-bloquants pendant la grossesse, un contrôle strict de la pression artérielle, c'est nécessaire. Aussi, si on diagnostique en échographie nouvellement une dilatation aortique ou s'il y a une progression qui a un doute, on peut faire une IRM à partir du 2e trimestre pour confirmer que notre diagnostic de progression de l'aortopathie qui ferait qu'on peut aller jusqu'à un alitement et sinon interrompre la grossesse si cette dilatation devient menaçante. L'accouchement va être tout le temps, la prise en charge est plus souvent faite par des centres experts et l'accouchement doit se faire dans un centre où il y a une chirurgie cardiaque de proximité. Donc, l'accouchement, généralement, on le programme entre 37 et 39 semaines en fonction de la tolérance. Et la voie basse n'est possible que si la aorte est inférieure à 40 mm. On évite les efforts d'expulsion. Donc, les patientes peuvent accoucher sans pousser. C'est vraiment des pratiques d'obstétriciens. Sinon, dans les autres cas, on fait toutes ces patientes ont des césariennes. Bien sûr, le pédiatre doit être informé que la patiente, et c'est vrai pour les autres patientes, ont eu des bêta-bloquants parce que les enfants ont un risque de petit poids pour l'âge, mais surtout d'hypoglycémie et de bradycardie à la naissance. Donc souvent, ils ont une petite surveillance en néonatologie pour être sûr qu'ils s'adaptent bien à la vie extra-utérine. Bon, ça, je ne vais pas revenir dessus puisqu'on en a parlé. Et puis enfin, pour le Turner, donc ça, c'est des cas très graves. La contre-indication, c'est pour des aortes supérieures à 25 mm par mètre carré. Il y a un haut risque de dissection au-dessus de 27 mm par mètre carré. C'est forcément sur des dons d'ovocytes que ces grossesses ont lieu. Donc forcément, il y a une évaluation avant ce projet-là qui est médico-légale. Donc toutes les patientes ne peuvent pas être enceintes. Et une fois enceintes, elles doivent être suivies de façon aussi rapprochée que les patientes qui ont un syndrome de Marfan. Donc, j'enchaîne sur la contraception, parce que puisqu'on a parlé de tous les risques de grossesse, la contraception, la difficulté, c'est de trouver la contraception qui soit efficace en fonction du risque lié à la grossesse chez la patiente et qui soit associée à peu d'effets indésirables, des effets indésirables sévères, mais aussi des petits effets indésirables qui pourraient faire interrompre la contraception par la patiente si celle-ci était trop inconfortable. Donc, en termes d'efficacité, les contraceptifs les plus efficaces, c'est le dispositif intra-utérin, en particulier quand il est imprégné. Les implants, ils sont au même niveau d'efficacité. Et sinon, tout ce qui est ligature des trompes et vasectomie chez l'homme. Donc, ces types de contraception doivent être discutés avec les patients pour lesquels le risque de grossesse est très élevé. Donc, c'est en particulier les OMS 4 et plus ou moins les OMS 3. Mais normalement, elles peuvent être enceintes, mais c'est vraiment dans des centres, c'est extrêmement suivi, extrêmement informé sur le risque lié à leur grossesse et par des centres experts. Les contraceptifs œstroprogestatifs combinés, il y en a plusieurs, donc ça peut être des pilules, mais il y a aussi l'anneau vaginal ou les patchs. Elles ont l'avantage d'être très efficaces, mais elles ont le désavantage d'être associées à un risque augmenté de complications thromboemboliques, aussi bien veineux que artérielles. Donc, chez des patientes qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire, ce risque peut être majoré. Elles peuvent faire plus d'AVC, par exemple. Et chez les patientes qui ont un risque thromboembolique, comme par exemple les Fontans,
ce risque ou les hypertensions artérielles pulmonaires, ça peut favoriser la formation d'embolie pulmonaire et donc compromettre le pronostic de la patiente. Donc, c'est vraiment des contraceptifs qu'on sélectionne pour des patientes qui n'ont pas de contre-indication. L'autre chose, c'est que cette contraception va dépendre beaucoup de l'usage fait par la patiente de sa contraception, et si il est mal fait, forcément, ce n'est pas contraceptif. Donc, c'est vraiment des choses à discuter avec le gynécologue et la patiente pour vraiment choisir la chose la plus optimale en fonction de la vie sexuelle de la patiente. Une adolescente n'aura pas forcément les mêmes exigences, enfin, une jeune femme, qu'une femme mariée qui a peut-être plus a déjà eu un enfant. Enfin, du coup, ces discussions-là sont vraiment à avoir avec la patiente, aussi bien du côté cardiologique que du côté gynécologique. Donc ça, je vous en avais parlé, c'est complications thromboemboliques et d'AVC, je peux revenir dessus. Il y a un petit risque lié aux ces contraceptifs œstrogènes d'arythmie, mais qui n'est absolument pas validé dans les données en population, enfin des données de cohorte, sur les patientes qui auraient peut-être une tendance à allonger leur QT. Mais en tout cas, il n'y a pas de trouble du rythme ventriculaire chez des patientes avec un QT long qui ont eu ce type de contraception. Par contre, aussi, on devra tenir compte chez les patientes à qui on veut prescrire une contraception œstroprogestative du risque cardiovasculaire. Et on a de plus en plus d'adultes et donc de patientes qui ont des risques cardiovasculaires jeunes, c'est-à-dire qu'on a notamment les coarctations qui ont de l'hypertension, mais on a quand même aussi beaucoup de patients qui ont de l'obésité, qui ont du cholestérol, qui ont du diabète. Voilà. Alors, repartage d'écran. Voilà. On est bientôt à la fin du cours. C'était laborieux. Alors, j'en étais, oui. Donc, en fait, on va éviter les contraceptifs œstrogestatifs. Et vraiment, vous pouvez lire, il y a une revue dans l'ESC par Roussesling qui était parue, je crois, en 2015, qui est assez bien faite, hein, si vous avez des questions sur ce thème. Donc, quand il y a un risque thromboembolique, on évite, c'est-à-dire les valves mécaniques, les cardiopathies ischémiques, l'hypertension artérielle pulmonaire, les FEVG altérés, le Fontan, et puis les Kawasaki avec des anévrismes coronaires. Et puis, quand il y a des risques d'embole paradoxales, comme les cardiopathies cyanogènes ou les malformations artério-veineuses pulmonaires, on évite les œstrogènes.
Et on passe à l'autre type de contraception à base de progestatif seul. Là aussi, plusieurs possibilités, les pilules, les implants, les injections, le dispositif intra-utérin. Ces traitements n'augmentent pas le risque thromboembolique, même avec des fortes doses, alors que pour les oestrogènes, le risque thromboembolique augmente avec la dose d'oestrogène. Par contre, elles ont des désavantages, c'est-à-dire qu'elles sont quand même moins efficaces parce qu'elles ont une durée d'efficacité qui permet une fenêtre, c'est-à-dire un oubli de pilule, mais vraiment pas plus de 12 heures. Il faut vraiment prendre tout le temps la pilule à heure fixe pour être vraiment bien protégé. Donc, la pilule, ce n'est pas beaucoup plus efficace. Le désavantage, c'est que l'implant entraîne des saignements, ce qu'on appelle des spottings, c'est-à-dire des saignements entre les menstruations, qui peuvent conduire à la patiente à demander l'extraction de son implant, donc elle sera plus protégée du risque de grossesse. Et idem pour le stérilet, il peut y avoir des risques de saignement ou à l'inverse d'aménorrhée qui ne sont pas forcément toujours bien vécues par la patiente qui a peur d'être enceinte. Et voilà. L'autre contraception qu'il faut tenir en tête parce que vous suivez des jeunes patientes et elles vont prendre la pilule du lendemain, elles vont aller à la pharmacie ou au planning familial. Il n'y a pas de risque thromboembolique chez ces patientes, même les valves mécaniques, elles peuvent le prendre. Par contre, il faut qu'elles refassent un INR de 48 heures après parce qu'il y a des cas où l'INR avait été déstabilisé et donc un risque thromboembolique derrière. Il faut des fois ajuster les doses des AVK. Le dispositif intra-utérin, c'est vraiment l'un des contraceptions les plus efficaces. Les effets indésirables sont surtout liés à l'implantation avec des réactions vagales qui peuvent être mal tolérées chez des patientes qui sont comme les Fontan ou les HTAP très charge dépendants et moins de petites variations peut être mal se passer. Et aussi, il y a un risque d'infection pelvienne. Et donc, on a toujours une arrière-pensée sur le risque d'endocardite, même si vraiment, il n'y a aucun cas décrit, mais vraiment aucun. Donc, il est sûrement très faible. Mais bon, voilà, ce n'est pas le premier contraception qu'on propose. Mais par contre, si la patiente ne peut pas avoir un autre type de contraception, eh bien, on lui laissera avoir ce type de contraception parce que le risque d'endocardite est quand même très, très faible par rapport au risque d'avoir une grossesse compliquée quand on a une cardiopathie sévère avec de l'hypertension pulmonaire ou une dysfonction ventriculaire sévère. Bon, la stérilisation, donc là, on peut parler seulement de la ligature tubaire. Donc, c'est vraiment des choses qui doivent être souhaitées par la patiente. Il y a un délai de réflexion de 4 mois. On le fait souvent quand il y a une grossesse et qu'on sait qu'elle était à risque et au moment de l'accouchement, c'est des choses qui sont discutées pendant la grossesse pour éviter qu'il y ait de nouvelles grossesses derrière compliquées. Mais c'est vraiment pas forcément la méthode contraceptive de premier choix et c'est vraiment en fonction de la patiente et de la gravité de sa cardiopathie. Parce que, pareil, on peut discuter aussi de vasectomie. C'est sûrement l'une des contraceptions les plus efficaces. Mais c'est pareil, ça a quand même des conséquences pour l'homme qui aurait ce traitement. Les stents intratubaires ne sont plus utilisés en France car il y a eu beaucoup d'effets indésirables et surtout, ce n'était pas toujours efficace selon l'implantateur. Donc, je ne vous en parlerai pas là. Donc, en gros, il y a un petit résumé qu'on avait publié dans les archives que vous pouvez retrouver pour choisir le type de contraception à conseiller auprès de vos patientes. En gros, complications thromboemboliques, c'est progestatif. Les patientes, selon leurs souhaits, on va leur proposer l'implant, le stérilet ou la pilule si vraiment l'implant et le stérilet, elles n'en veulent pas ou elles ont déjà eu des effets indésirables avec ces derniers. Et dans les autres cas, eh bien, on peut leur proposer une contraception œstroprogestative qui est quand même assez bien tolérée avec de l'éducation sur l'hypertension, le diabète, le risque avec le tabac. Enfin, c'est aussi l'occasion de parler de la santé de la femme et du risque cardiovasculaire. Donc, je pense que j'ai terminé mon cours. En gros, ce que je voulais savoir, c'est que vous compreniez les risques pour les grossesses, la nécessité du bilan préconceptionnel, la planification de la grossesse et le risque pour le fœtus et derrière penser à le suivi postpartum et la discussion de la contraception avec la patiente. Donc là, je vais voir s'il y a... Non.
s'il y a des questions, soit vous prenez le micro peut-être, si vous avez des questions, parce que j'ai vu à un moment qu'il y avait beaucoup de questions. Je sais pas si... Il y avait plein de messages dans la discussion, mais je n'ai pas pu l'ouvrir comme j'étais en train de faire le cours. Vous pouvez me taper une question. J'ai 4 minutes, 10 minutes maximum. Si vous avez des questions sur le cours ou sur des cas que vous avez rencontrés ou